BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. On l'a appris hier soir, après 2 jours de réunion, statu quo pour la 4e fois d'affilée pour la Fed. Le comité de politique monétaire reste, je cite, très attentif aux risques inflationnistes. Le marché priceait une baisse de taux en mars, mais ce sera a priori pour plus tard. Petit effet sur le Bitcoin qui cotait aux environs de 43 500 $ avant la décision de la Fed. Nous sommes actuellement autour des 42 000, on perd un bon pourcent aujourd'hui. Les stablecoins riment-ils avec le financement des activités criminelles? On va en parler dans quelques instants avec Jérôme Adjembo, en charge du business monnaie numérique chez Idemia et auteur du livre Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies. Bonjour Jérôme. Bonjour. On fera aussi bien sûr un point sur le marché des stablecoins et on prendra des nouvelles de l'euro numérique. Et puis on se concentre tout de suite sur les dérives d'une start-up crypto à impact avec Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Bonjour Amaury. Cofondateur de The Big Whale. Alors Raphaël, depuis hier, effectivement, on parle beaucoup d'Erable, société française spécialisée dans l'impact. Le problème, c'est que pour l'instant, l'impact est plutôt négatif. Oui, alors effectivement, on a sorti hier une enquête sur Erable ou Irable, prononcé en anglais, qui est une société dont on a beaucoup entendu parler en fait il y a 2 ans maintenant dans l'écosystème crypto français parce qu'il y avait un projet, un pitch comme on dit dans l'univers des startups qui était effectivement très plaisant et qui était tout simple, c'était de dire on va lever des fonds pour créer en fait une plateforme d'investissement dans les entreprises à impact. Quand on parle d'entreprises à impact, ce sont des entreprises qui vont avoir un impact social ou environnemental. Et c'est vrai qu'après 2 ans d'activité, après une levée de fonds de près de 10 millions d'euros, une levée de fonds en crypto-monnaie, les fameuses ICO, finalement aujourd'hui les investisseurs ne voient pas tellement ce qui a été développé en 2 ans. Donc Irable aujourd'hui existe, une société avec 9 salariés, mais c'est vrai que quand on voit l'écart qu'il y a entre les montants levés et finalement ce qui a été livré depuis, c'est-à-dire il n'y a pas de plateforme, seulement 3 projets ont été financés, on peut se poser des questions sur effectivement ce qui a été fait pendant les 2 ans entre l'ICO et finalement janvier 2024. Qu'on comprenne bien les personnes qui ont investi dans Irable, c'est ça ? Ouais. Irable ou Erable, c'est selon. Ok, Irable ou Irable. Ils ont investi dans quoi ? Ils ont investi dans une crypto-monnaie ou ils ont investi un peu comme dans une société cotée en bourse ? Non, exactement. Oui, alors effectivement, c'est ce qui est un peu le propre de l'univers crypto, c'est qu'ils n'ont pas investi dans le capital de la société, mais ils ont investi donc dans le token de la société, le CLAP. Alors, le CLAP était disponible à la base sur la blockchain Cardano, ça a été lancé à l'époque sur Cardano, sauf qu'aujourd'hui, le token n'est plus disponible sur Cardano, toutes les liquidités ont été retirées, le token ne vaut plus rien, et en fait, les investisseurs attendent une migration pourquoi sur Polygon. Et pourquoi ça a été retiré ? C'est-à-dire que là, ça vaut plus rien parce que le cours s'est effondré ou alors il y a une volonté derrière, il y a quelque chose de volontaire qui a été fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils ont donc réalisé l'ICO, levé presque 10 millions d'euros, finalement, ils n'ont jamais réussi à développer donc cette plateforme sur Cardano. Donc, ils n'ont pas réussi finalement à intégrer des projets pour les financer sur la plateforme. Et finalement, vu que le token, sa valeur était indexée sur le succès de la plateforme et des projets à venir, la valeur du jeton s'est effondrée au fur et à mesure. Aujourd'hui, elle ne vaut rien. Le jeton n'est plus disponible sur les plateformes. Et donc aujourd'hui, les investisseurs, en fait, attendent une hypothétique migration vers Polygon. Bon, et les investisseurs, qu'on le rappelle, quasiment 10 millions d'euros levés. Un peu plus de 4000 investisseurs. Voilà, plus de 4000 investisseurs qui attendent. Certains parlent d'escroquerie. Est-ce qu'on en sait plus ? Est-ce qu'on peut parler d'escroquerie à l'heure actuelle ? Alors, c'est une très bonne question. Nous, de côté de The Big Whale, on n'est pas là pour dire c'est une escroquerie. Je veux dire, quand il pleut, on n'explique pas que les nuages envoient de l'eau. On dit juste il pleut. Donc, on n'est pas là pour qualifier les choses. Maintenant, il y a effectivement, selon nos informations, en fait, des investisseurs qui veulent porter plainte justement pour escroquerie parce qu'ils considèrent qu'entre ce qui a été promis à la base, donc dans le white paper et ce qui a été réalisé aujourd'hui, on n'y est pas et que surtout il y a eu des pratiques comme potentiellement un mésusage des fonds ou par exemple des facturations qui ne correspondaient pas à des prestations qui font qu'effectivement ces investisseurs se disent je veux récupérer mon argent parce que je n'ai plus confiance dans l'équipe qui a porté le projet depuis le début. Et est-ce qu'il y a une chance que ces investisseurs-là retrouvent leur argent ? Est-ce qu'il y a encore des équipes qui travaillent, encore une structure ou alors là c'est carrément un peu société fantôme. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, donc Irable a été créé par 3 entreprises et ces 3 entreprises, en fait, avaient staffé
la société, donc Irable, avec des salariés qu'elle facturait à l'entreprise Irable. Et puis, vu que le projet ne se développait pas et que ça commençait à poser des questions en termes de où va l'argent, une entreprise s'est désengagée du projet et puis les autres sont également progressivement sortis. Donc aujourd'hui, Irable est une société qui est censée être un peu indépendante. Il y a 9 salariés qui ont été internalisés dans la société, qui sont en CDI. Donc l'entreprise continue d'exister, mais vous avez donc une société qui avait à la base près de 10 millions d'euros, qui a aujourd'hui moins d'1 million d'euros de trésorerie. Donc il y a eu la baisse des cours, mais il y a aussi eu de l'argent investi et peu de résultats, avec aujourd'hui, je vous dis, 3 entreprises financées pour à peine plus de 100 000 euros. Bon, on va suivre ça de toute façon dans les prochaines semaines, les prochains mois, voir si Irable peut se relever. On attend effectivement cette migration du token sur la blockchain Polygon. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans les levées de fonds en France. On en parlait ici sur ce plateau. Il y a eu Flodesk, il y a eu Kiln. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un coup dur pour l'écosystème français. Quel impact ça peut avoir C'est toujours compliqué à mesurer. Ce qui est sûr, c'est que ce type d'histoire, et encore une fois, il faut toujours mettre du conditionnel, même s'il y a des éléments qui sont quand même assez probants, donne une très mauvaise image de l'écosystème. Comme vous le rappelez très bien, il y a souvent de très bonnes opérations. C'est-à-dire que nous, on parle de ce qui se passe bien, mais aussi de ce qui se passe moins bien dans cet écosystème. Donc la première chose, c'est qu'évidemment, ça renvoie plutôt une mauvaise image de l'extérieur. Ça touche un sujet particulièrement sensible, qui est celui de l'impact. C'est-à-dire que les sujets à impact, quand on parle d'environnement, de social, c'est particulièrement sensible. Et puis après, il y a aussi l'impact que ça a à l'intérieur de l'écosystème, parce que là, on parle d'un projet, mais finalement, ça concerne des cofondateurs qui sont aussi impliqués dans d'autres sociétés. Et donc, on se demande si effectivement, il n'y a pas eu des pratiques plus ou moins répréhensibles aussi concernant d'autres sociétés. Bon, la question, c'est qu'on a MiCA, Market in Crypto Asset, un règlement européen qui va rentrer en vigueur à la fin de l'année, d'ailleurs, qui s'est pas mal inspiré de ce qui se fait en France. À la loi Pacte, exactement. Voilà, et on va voir si MiCA aurait pu éviter, par exemple, un cas de ce type-là. Non, mais là-dessus, pour le coup, vraiment, MiCA, c'est un cadre. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à voir ça comme quelque chose de très strict. C'est vraiment un cadre et c'est le début d'une régulation. Ce qui est plus problématique pour MiCA, c'est que ça donne finalement des orientations et ça peut un peu stopper l'innovation, mais d'un point de vue industriel pour les cryptos. Là, on est typiquement dans un cas de figure où c'est pas une question de crypto ou pas crypto, c'est une question de pratique en fait, d'organisation. C'est un peu comme FTX en fait. Voilà, alors je veux évidemment pas comparer les deux affaires, mais effectivement, là on est sur quelque chose qui relève, j'allais dire, de la vie d'une entreprise, de pratiques qui sont plus ou moins rigoureuses et d'un contrat de confiance qui pourrait être rompu avec des investisseurs. Mais on n'est pas sur la dimension effectivement crypto et tech. Et en attendant l'entrée en vigueur du texte, bon là on est dans une phase d'adaptation face aux législations nationales. Pour vous, de ce que vous en avez vu, est-ce que les acteurs crypto sont tout simplement bien représentés ? Alors effectivement, on a sorti une info, enfin c'est Louis qui a sorti une info hier dans The Big Well, c'est-à-dire que bon, MiCA a été adopté l'année dernière et l'entrée en vigueur donc est pour la fin 2024. Mais en attendant, il y a quand même la question, parce que c'est un texte européen, donc pour les 27 pays de l'Union européenne, il y a la question du droit national. C'est-à-dire que quand on a un règlement, il faut à un moment donné le transposer dans le droit national, donc ça prend du temps. Aujourd'hui, on est dans cette phase où finalement, on va essayer de trouver le bon modus operandi entre le texte donc européen et sa traduction dans le droit national. Et c'est vrai que, comme Louis l'a révélé hier, finalement aujourd'hui, les acteurs crypto ne sont pas totalement et pleinement associés à ces négociations. Je prends juste un exemple, le Haut Comité juridique pour la place financière de Paris, donc qui est une institution qui a été créée il y a maintenant quelques années par l'AMF et la Banque de France et qui doit justement travailler sur ces sujets. Eh bien, on a découvert que finalement, il y avait plus d'acteurs de la finance traditionnelle qui étaient associés au groupe de travail sur MiCA que finalement des acteurs purs crypto qui sont, on peut le dire, peut-être les premiers visés par ce type de texte. Donc, oui, ce qui peut être un problème. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a aussi quand même une petite bataille entre la finance traditionnelle et le monde crypto, et se dire que c'est plutôt le monde traditionnel qui va veiller, j'allais dire, à la protection des intérêts de l'industrie crypto au moment de la transposition peut soulever des questions. On sait que l'ADAN, donc, qui est l'association qui représente l'écosystème crypto français, travaille beaucoup sur ces sujets, mais là, on a plutôt des gros acteurs qui, on va dire, non pas tiennent la plume, mais sont plus influents que justement l'écosystème, alors qu'on sait qu'il y a des enjeux énormes en termes de transposition de la régulation. Justement, par rapport à tous ces enjeux de régulation, récemment, il y a un certain nombre d'études, d'articles qui ont mis en cause, Jérôme, les stablecoins qui financeraient de manière indirecte des activités
criminelle. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu sur les stablecoins et leur potentielle implication dans des activités illicites? Les stablecoins, c'est un peu les enfants terribles dans le Pourquoi domaine. c'est un peu les enfants terribles? Vous parliez de MiCA. Donc MiCA rentre en effet en vigueur le règlement à la fin de l'année. Et attention, il y a une autre partie, c'est sur les stablecoins. Il y avait une partie très agressive stablecoin dès juin, et ce qui montre bien les priorités du régulateur, avec toujours la peur à l'époque de Facebook qui avait créé son Libra. Diem Libra. Donc toujours cette réaction. Donc en priorité, il y a la partie qui est, comme vous l'avez dit, un peu l'évolution, la généralisation de la loi Pacte, mais il y a la partie stablecoin qui, elle, est un peu plus urgente dès juin. Les enquêtes, les rapports auxquels vous faites allusion, il y en a eu un des Nations Unies sur une fraude, enfin du crime très structuré, très organisé en Asie du Sud-Est. Donc l'idée, c'est avec des casinos en ligne, enfin de la fraude, entre guillemets, du crime traditionnel, mais du blanchiment par du stablecoin, et ils sont très précis puisqu'ils disent c'est du Tether sur Tron. Donc, Et est-ce qu'on peut, si c'est, alors j'imagine que c'est un peu technique, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu comment ils s'y prennent pour arriver à blanchir de l'argent via ces stablecoins-là? Alors, le rapport détaille de manière assez peu littéraire, on va dire, assez indigeste, les différents mécanismes, mais l'idée, c'est comme ils font d'habitude pour blanchir de l'argent, c'est-à-dire avec des mules, des petits utilisateurs qui vont ouvrir des portefeuilles, qui vont recevoir du Tether, d'après eux, de l'USDT, pour ensuite le réinjecter dans le système financier. Donc c'est en gros ce qu'on faisait avant, mais adapté au monde de la crypto, avec le Tether qui s'y prête bien. Allez-y. Le deuxième qui est peut-être plus détaillé, c'est de Chainalysis, qui est intéressant. Je vais dire, comme toujours, tout ce que fait Chainalysis, c'est toujours pertinent. Donc là, il y a des chiffres. Il parle quand même de 40 milliards de fraudes, de crimes, d'activités criminelles sur 2 ans. C'est substantiel, enfin c'est à l'échelle un peu du marché des stablecoins. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils analysent le crime, donc qui a évidemment toujours existé avant la crypto et qui s'est servi des cryptos comme moyen de transférer leurs fonds. Avant, était majoritairement sur le Bitcoin. C'était en gros, il y a 2 ans, 2/3 Bitcoin. Maintenant, Bitcoin, c'est un quart, je crois, c'est 20%. Comment on peut expliquer ce report de Bitcoin vers les stablecoins, notamment pour ce type d'activité-là? Je pense que déjà, les stablecoins sont stables. Donc, pour un bon directeur financier d'une organisation criminelle, ils se disent qu'il n'est pas exposé à un risque de change. Et ensuite, c'est assez facile à utiliser. Mais attention, parce que c'est centralisé. Tether, la société, donc c'est une société qui a pignon sur rue, qui travaille de plus en plus avec le régulateur. Ils ont la capacité, que n'a évidemment pas Bitcoin, de bloquer des assets, et ils le font. Ils l'ont fait dans le passé, ils ont communiqué récemment jusqu'à 800 millions d'euros, de dollars, d'assets, parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Et ils mettent en avant qui travaillent avec les États. Mais alors justement, pouvoir bloquer ces fonds, avoir la capacité de les bloquer, ça devrait plaire aux États, aux régulateurs. Ah mais totalement, et c'est pour ça, comment dire, d'une part, évidemment, ça leur plaît, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la montée en puissance. Alors après, d'acteurs différents, c'est pareil là-dessus, c'est toujours compliqué de mélanger tous les stablecoins, parce qu'il y a d'un côté Tether, après on va avoir Circle avec l'USDC, qui sont quand même des sociétés absolument pas organisées de la même manière, et puis je parle même pas d'autres stablecoins avec des fondations ou des protocoles. Mais pour le coup, quand même, pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est sûr qu'il y a une activité illégale sur les stablecoins, mais après, moi j'aime bien quand même dézoomer un petit peu, parce qu'en l'occurrence, Chainalysis souligne aussi que, paradoxalement, la criminalité a baissé dans l'univers crypto, et je pense que c'est aussi important de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à expliquer qu'il y a beaucoup de criminalité liée à l'univers crypto, mais en réalité, ça a baissé. Et on a des raisons pour lesquelles ça baisse ? Ah bah tout simplement parce que justement en fait il y a une partie de l'activité qui va passer sur des coins qui sont davantage en fait monitorables, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement geler des adresses, donc on peut plus facilement intervenir, ce qui pose aussi une question en termes de contrôle des fonds, parce que philosophiquement on est quand même ne pas censé utiliser, enfin j'ai des cryptos qui sont saisissables, donc voilà ça pose aussi des questions à ce niveau-là, mais là-dessus il y a cette raison, et puis il y a tout bêtement aussi une institutionnalisation
des cryptoactifs, et donc plus les volumes augmentent et plus en fait vous allez diminuer en fait la part de la criminalité dans l'univers des cryptoactifs, tout bêtement. Également, il y a la maturité du secteur. Vous parliez de l'image du secteur. Bon, l'année dernière, on a quand même deux des très grandes figures de l'industrie, SBF et CZ de Binance, qui attendent de savoir à combien de temps de prison ils vont faire, un dans un mois, l'autre dans 2 mois. Donc, les deux grandes figures du secteur qui vont aller en prison, ou qui y sont déjà, c'est pas terrible. Donc, l'idée d'assainir, et Mika va aider à ça, avoir un cadre légal. Un des problèmes, c'est pas le seul problème, et c'est plus pour Binance, c'est l'absence de cadre légal. Quand il y a un cadre légal, on le respecte ou on le respecte pas, mais au moins il y a ce cadre. Et quelque chose comme Mika est très bien, et bon, c'est européen, il n'y en a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, l'industrie réclame l'équivalent pour avoir ce cadre dans lequel évoluer. Mais on voit que des sociétés, même comme Tether, cherchent. Tether, c'était un peu le mauvais élève, le bad boy, et ils cherchent à rentrer dans le moule. Ils cherchent. Vraiment, on voit toutes les démarches qu'ils font. Ils ont permis au FBI d'avoir accès à leur plateforme, etc. Ils sont très coopératifs. Voilà, et c'est récent. Et on voit que Tether, justement, domine le marché actuellement. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut expliquer, rappeler un peu le fonctionnement de Tether? Alors Tether, c'est assez simple. Hein. Ils prennent. Aujourd'hui, je ne peux pas utiliser mes dollars sur la blockchain, évidemment. Donc eux, ils les prennent, ils les tokenisent, c'est-à-dire ils vont émettre un jeton sur la blockchain, un Tether, en échange, et ils promettent qu'ils vont bien garder le dollar, et c'est tout le problème des réserves, où ils sont quand même de plus en plus crédibles par des audits, des choses comme ça. Oui, il y a des questions sur certains des audits. Oui. Voilà. Ce qui est compliqué dans les stablecoins, c'est que justement de savoir est-ce qu'il y a vraiment les dollars ou les euros, voilà, suivant la monnaie, en réserve. Et comment, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire, je sais pas, est-ce qu'on peut faire un classement, entre guillemets, des stablecoins les plus sûrs, ou alors c'est trop opaque encore? Alors les plus sûrs, chacun jugera, mais... oui, il y a une partie de subjectivité, mais je veux dire, un peu, comment dire, factuellement, techniquement, c'est quoi ceux qui sont le mieux backés, on va dire? Il y a 3 grands types. Il y a des stablecoins algorithmiques, c'est Terra, donc de triste mémoire. Peut-être rappeler le fonctionnement stablecoin et algorithmique. Algorithmique, c'est qu'il y a un algorithme qui va définir, qui va maintenir le peg, qui va maintenir l'alignement. En gros, on va faire de l'inflation et de la déflation, on surveille le cours, et selon que ça monte ou on... C'est automatique. Voilà. C'est un logiciel. Oui, c'est une gestion optimale de la réserve. Voilà. En théorie, ça marche bien. On a vu avec Terra que c'est très, très, très instable. Et Terra, c'était 60 milliards, 40 milliards. Ils sont tombés en quelques heures. Ensuite, il y a des stablecoins comme Tether qui sont stabilisés par des actifs. Donc là, c'est très facile quelque part. Je dis, j'ai $1 pour chaque dollar Tether que j'émets. Mais comment je prouve que c'est bien ce dollar? La fameuse preuve de réserve. Et où je le mets? Circle, qui avait une très bonne image sur le marché, avait stocké ses dollars à la banque. C'est formidable. Sauf que la banque où il les avait stockés, Silicon Valley Bank, a fait faillite. Oui, alors il y a effectivement une partie des assets qui étaient Silicon Valley Bank, et donc il y a maintenant presque 1 an, je me souviens, c'était en février ou mars de l'année dernière, donc il y a presque 1 an, effectivement, quand il y a eu l'espèce de bank run dans certaines banques américaines, vu qu'une partie des assets étaient gelés et que les banques ne sont pas disponibles en temps réel, comme dans l'univers crypto, il y a eu ce décalage et donc ce dépeg entre la valeur de l'USDC et effectivement la réserve potentielle qui aurait pu baisser si effectivement la Silicon Valley Bank faisait faillite et partait avec une partie des fonds de Circle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des stablecoins qui sont sûrs, entre guillemets, sur le marché? Est-ce qu'il y a des stablecoins où on a quand même des raisons de penser, de se dire, bon, alors, encore une fois, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est pas un conseil en aucun cas, mais est-ce qu'on a quand même des stablecoins où on se dit, évidemment. Ça tient la route, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, pardon, mais évidemment qu'il y a des stablecoins qui sont beaucoup plus fiables que les autres. Là où je te rejoins, c'est que c'est impossible de garantir quoi que ce soit, mais je veux dire, n'importe qui serait fou de garantir un quelconque actif financier. Ça concerne la crypto, mais pas que, dans la finance traditionnelle. On l'a vu avec les banques aussi. Non, mais exactement. Donc maintenant, le sujet, c'est de savoir effectivement ce qui marche bien. Nous, on a commencé à pas mal travailler sur ces sujets. Il y a aujourd'hui, alors c'est compliqué, mais il y a quelques agences de notation qui commencent à se monter. Bon, Standard & Poor's a commencé à travailler dessus. Il y a Blue Chip, qui est un acteur indépendant qui fait aussi du très bon boulot là-dessus. Et effectivement, dans ce qui ressort aujourd'hui, c'est plutôt l'USDC. L'USDT, il y a des questions pour l'histoire de la réserve. Après, il y a des questions des stablecoins algorithmiques, où là, pour le coup, il y a plus de risques.
mais potentiellement c'est aussi plus optimum. Donc voilà, c'est plein de choses à prendre en compte. Si on pouvait donner un conseil entre guillemets aux gens qui nous écoutent, c'est quoi? C'est de répartir, si on peut, c'est de répartir sur plusieurs stablecoins. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Après, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais il y a aussi l'historique. Finalement, Tether, qui a une histoire très chaotique, ils ont résisté, c'est-à-dire ils n'ont jamais vraiment perdu le peg. Il y a eu des instants où ils ont perdu le peg, mais jamais sur la durée. Des moments où ils ont été très fortement attaqués. Oui, pour l'instant, ça a tenu. Après la chute de Terra, ils ont été quand même très très violemment attaqués. C'est l'idée d'un run, vous savez, comme dans les vieux films, les gens qui vont à la banque pour réclamer leur argent. Il y a eu un run sur Tether, et ils ont honoré, ils ont remboursé toutes les personnes qui voulaient se faire rembourser. Aujourd'hui, ils sont tellement gros, on va en parler, je pense, bientôt, parce qu'ils vont atteindre les 100 milliards de capitalisation. C'est complètement fou. Là, je crois qu'ils sont à 99 quelque chose de tokens émis, pas nécessairement distribués en circulation, 96 en circulation, 96 milliards. Et donc ce fameux 100, on va en reparler. Vous disiez, ce qui domine, il domine complètement le marché. Les autres, Binance USD, c'est fini. Terra, évidemment, c'est fini. Non, mais il y a l'USDC quand même. Il y a l'USDC. Enfin, je veux dire, en fait, aujourd'hui, il y a des gros stablecoins dollars. En Europe, il y a des choses. Il y a Société Générale Forge avec le Convertible, mais on est sur une toute petite liquidité. Il y a aussi Angle qui est français et qui se développe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment des dollars. Surtout le dollar à chaque fois. Exactement, c'est surtout le dollar. Et surtout, quand même, ce que je trouve important de rappeler, c'est pareil, moi j'aime bien quand même à chaque fois comparer ça avec l'univers financier traditionnel. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à tester effectivement la réserve des stablecoins, mais je veux dire, demain, s'il y a un bank run sur n'importe quelle banque, ça dure 24 heures. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, aucune banque... avec un mouvement de panique. Non, mais aucune banque aujourd'hui sur la planète n'est capable de redonner cet argent. Donc c'est vrai qu'on a raison de challenger en permanence, je veux dire, les acteurs crypto. On est les premiers à le faire. Mais il faut aussi un petit peu revenir à remettre en perspective. Voilà, exactement, ça remettre en perspective. Et aujourd'hui, s'il y a la supervision bancaire, mais si le système est organisé, c'est pour éviter ce genre de choses. Mais potentiellement, aujourd'hui, aucune banque n'est capable de rendre tous ses actifs à ses clients. Mais les banques sont supervisées et régulées. Évidemment. Et du coup, évidemment, de banques en Europe, on n'a pas vu ça depuis un certain temps. Non, mais évidemment. Donc, c'est vers ce modèle qu'il faut aller, où on a des entreprises qui sont instables par nature, les banques ou les stablecoins sont instables, mais qui sécurisent ça de manière peut-être par une partie de régulation et par une partie de bonne pratique, et c'est aussi la maturité du marché, c'est ce vers quoi on va. Il nous reste 2 minutes. Après les stablecoins, on va prendre quelques nouvelles de l'euro numérique, qui, j'ai l'impression, n'a pas beaucoup bougé. Donc, phase d'expérimentation lancée par la BCE en novembre 2023. Après cette phase préparatoire, le Parlement européen et le Conseil devront ensuite se prononcer au sujet d'un euro numérique avant que la BCE de choisir si oui ou non elle souhaite le mettre en circulation, et ce serait pas avant 2027-2028. Jérôme, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, le terme, c'est préparation. La nouvelle phase depuis novembre, c'est préparation. Là, on est en préparation. Voilà. Okay. Donc, l'idée, c'est toujours, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de décision politique. Ça, on va voter en juin aux élections européennes pour élire le Parlement qui votera, qui prendra en notre nom la décision politique de lancer ou non un euro numérique. Mais en parallèle, la Banque centrale se prépare. Elle fait des développements logiciels. D'ailleurs, elle a fait des appels d'offres au début. Il y a des parties qui vont être externalisées. 1 milliard de budget, 1 milliard d'euros de budget d'appel d'offres qui a été lancé au début de l'année. Eux, ils travaillent. Ils travaillent également sur le rulebook, qui c'est l'autre grosse partie de cette phase de préparation, où ils vont définir les règles, comment ça marche, quel est le fonctionnement opérationnel, vraiment définir dans les détails ce que c'est l'euro numérique. Le but, c'est que 2 ans après, donc novembre 2023, novembre 2025, ils soient vraiment prêts, en cas de décision politique, à lancer l'euro numérique. Raphaël, vous avez suivi un peu ces sujets-là? Oui, non, évidemment. Non, mais on le suit ensemble, ce sujet. Ce qui n'est pas simple, c'est qu'on est sur une temporalité qui est vraiment de long terme. Donc finalement... c'est ça, on en parle, et on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup. Exactement, c'est-à-dire qu'on revient en permanence sur les mêmes sujets. Ce qui est sûr, c'est que la concertation avance. Il y a quand même des premières briques qui ont été posées. Il y a effectivement aujourd'hui un budget sur la table. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont commencé à travailler sur ce sujet. Moi, la vraie question, en fait... que je me pose, c'est finalement un euro numérique, pourquoi faire en fait tout bêtement dans un univers où on voit bien que l'innovation va très très vite et qu'en fait il y a aussi des acteurs privés qui font des choses très intéressantes. Et donc, moi, j'ai un peu le sentiment qu'une fois que la BCE sera prête, en fait, on aura déjà tellement évolué. Enfin, je veux dire, le cadre. Trop tard, quoi. On se prépare et puis on met trop de temps à... Pourquoi, le grand mot du pourquoi, c'est la souveraineté. C'est vraiment ce qu'on va avoir la BCE.
Et après, ça prend du temps, je suis d'accord. Moi, je travaille avec pas mal d'autres pays sur des monnaies numériques. Ben, on est en démocratie. Et c'est aussi l'avantage de la démocratie. C'est qu'il y a un débat parlementaire. Encore une fois, c'est nos députés qui vont choisir ce qu'il faut faire. D'où une certaine temporalité. Eh bien, on va suivre tout ça, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérôme Adjenbaum, en charge du business monnaie numérique chez IDEMIA et auteur du livre qui va gagner la guerre des crypto-monnaies. Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 15h avec Guillaume Sommerer pour les pros des cryptos. Bonne journée, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.